Et voilà. Alors, ce matin, nous parlons donc du douanier Rousseau qui a fait l'objet, de plusieurs expositions et qui ne s'appelait pas du tout douanier. En fait, il s'appelait Henri Rousseau. Il n'était même pas douanier de son état. C'est en fait son ami Alfred Jarry qui lui a donné ce surnom. Alors que Henri Rousseau est né à Laval en 1844 et qu'après quelques déboires avec la police qui lui ont valu un emprisonnement assez court, après aussi un passage dans la garde qui l'a fait connaître très très vaguement le feu en 1870, il est devenu en fait un des agents de l'octroi parisien. Il était en charge de la levée des taxes sur l'entrée des vins et alcools dans Paris. Donc, pas du tout douanier, hein, mais enfin, c'est sous ce nom qu'on le connaît, à cause du surnom donc, donné à lui par Alfred Jarry. Vous le voyez ici même à gauche, ici, le voilà, posant dans son atelier. Alors, c'est une photo assez tardive, hein. C'est une photo qui a été prise dans son dernier atelier de la rue Pérelle. Donc, ici, vous voyez, je reprends, le douanier Henri Rousseau qui pose dans son dernier atelier parce que la dernière année de sa vie, il avait enfin réussi à vendre quelques toiles à des tarifs intéressants et grâce à cela, il a pu obtenir, s'acheter en fait un atelier dans la rue Pérelle dans lequel il pose fièrement ici même. Et je vous ai présenté évidemment l'une des jungles qui va nous occuper. Alors, avant toute chose, il faut parler de Henri Rousseau lui-même et ensuite nous verrons quelques caractéristiques de son travail. Et vous voyez ici une toile qu'il a intitulée moi-même « Portrait paysage du douanier Rousseau ». Alors, vous voyez qu'il s'approprie un certain nombre de choses. D'abord, il s'approprie le nom de douanier alors qu'il ne l'est pas. Et puis, il a une démarche systématique dans son travail de narcissisme véritablement. Il se représente assez fréquemment. Et dans celui-ci, dans cette toile, donc portrait paysage, eh bien, il estime carrément qu'il invente le style, ce genre, du portrait paysage. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un portrait, donc d'un autoportrait, là pour le coup, vous le voyez ici au centre. Et pour lui, portrait paysage veut dire que le portrait est rendu plus signifiant par le paysage. En gros, la symbolique que l'on trouve dans le paysage explique le personnage portraituré. Alors en fait, il se proclame inventeur de la chose, il est loin de l'être, hein, mais enfin, c'est ainsi que cela fonctionne chez Rousseau. Alors, ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'il y a un problème ou peut-être pas un problème, mais en tous les cas, il y a une disproportion dans les différentes valeurs qu'il représente, puisque vous le voyez au centre ici. D'abord, regardez la mise de l'homme. Il porte un vêtement noir qui le place dans la catégorie des bourgeois, en fait, des hommes d'importance. Alors que Henri Rousseau mourait de faim, littéralement. Un grand nombre de ses toiles n'étaient pas vendues sur le marché de l'art, il les remplaçait, ou plutôt il les échangeait contre du pain ou contre de la viande. Donc il a vraiment vécu toute sa vie dans une misère assez importante, mais il se représente en personnage bien mis et de la bonne société parisienne. Vous remarquerez qu'il est démesurément grand par rapport aux deux personnages qui sont ici sur le quai et aux trois qui sont là. Il est même trop grand par rapport au bateau à l'arrière-plan. Bon. Mais ça correspond à l'habitude classique en peinture de représenter le personnage le plus important en plus grand. Voyez-vous, c'est pour cette raison qu'il se représente démesuré. J'assiste sur deux éléments ici. Hop. Regardez, à son revers, au revers de son col, il y a ici ce petit bouton qui sont en fait les palmes académiques
qu'il n'avait pas reçu, mais un de ses homonymes, en fait un homme qui porte le même nom, hein, Henri Rousseau, a reçu les palmes académiques. Il avait reçu, lui, une lettre l'informant qu'il les recevait, mais qui est donc une erreur. Mais estimant qu'il les avait eus, eh bien, il les portait à son revers. En tout cas, il mentionnait qu'il avait eu ces palmes académiques. Vous le voyez, il nous indique qu'il est bien peintre, puisque sur la palette, il tient cette palette et le pinceau. Et sur la palette, regardez bien, vous voyez deux prénoms, Clémence et Joséphine. Clémence est la première épouse du douanier Rousseau, avec laquelle il a eu 9 enfants, dont un seul est devenu adulte, une fille. Tous les autres sont morts en bas âge, hein, de maladies et de diverses causes. La deuxième épouse que vous voyez ici, Joséphine, regardez bien, ce n'est pas la même épaisseur d'écriture, parce qu'en fait, il y en avait une autre qui était une femme qu'il convoitait, qui s'appelait Marie, lorsqu'il avait commencé à peindre ce portrait. Et finalement, le mariage avec Marie ne s'est pas fait. C'est pourquoi il a enlevé le nom de Marie pour ajouter celui de sa deuxième épouse, Joséphine, une veuve qui devait lui apporter un peu plus d'argent et qui n'était pas beaucoup plus riche que lui, et avec qui il est resté marié pendant 6 ans. Nous y reviendrons. Je vous précise par ailleurs qu'il se trouve ici au niveau du quai Saint-Nicolas, que le pont que vous voyez derrière lui, qui est métallique, est en fait l'ancien pont du Carrousel. Et vous le voyez, il indique ici un élément qui lui plaît beaucoup, à savoir ce mât du bateau, qui est un élément récurrent dans son œuvre. Enfin, 2 éléments avant que nous passions à la suite. On considère le douanier Rousseau comme un peintre naïf. Lui-même voulait faire partie des grands artistes français classiques et académiques. Et donc, on y voit souvent une forme de naïveté, quelque chose de, comment dire, un peu gauche dans la construction. On va expliquer pourquoi. Mais ce que moi, je voulais vous montrer ici, c'est, regardez, il y a bien un ballon ici, dans le ciel. D'accord ? Donc, c'est la modernité qui le représente. Et regardez bien, derrière le mât du bateau, vous voyez ici la tour Eiffel. En l'occurrence, le douanier Rousseau est le deuxième artiste à représenter la tour Eiffel, juste après Delaunay. Donc, c'est quand même très important parce que ce n'est pas un artiste qui vit dans le passé. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un artiste qui véritablement aime la modernité et parsème des éléments de la modernité dans ses œuvres. Alors justement, on va commencer avec les paysages parce que le douanier Rousseau, qui est un autodidacte, il n'a pas véritablement pris de cours de peinture, se voit comme un peintre académique et n'a de cesse, durant toute sa carrière, qui commence très tardivement, il n'a de cesse de se considérer comme un grand artiste français classique, académique, etc. Il se considère, lui, comme peintre à partir de 1885, parce qu'à partir de ce moment-là, il expose au salon. Pas n'importe quel salon, c'est le salon des indépendants. C'est un salon qui a été créé en 1884, qui n'a ni jury, ni prix. Et donc, n'importe qui peut en fait exposer. Mais à partir du moment où il expose, il se considère comme un peintre, comme un artiste et comme quelqu'un de reconnu. Donc, c'est quelque chose qui est très important chez lui. Il y a une foi absolue en son art, à tel point qu'il a rédigé une notice autobiographique en 1895 qui n'a jamais été publiée. Puisqu'il se veut un peintre académique, il va représenter ou utiliser des thèmes qui sont des thèmes de la peinture académique, à commencer donc par les paysages. Et ici, je vous présente les pêcheurs à la ligne, qui nous montrent véritablement les éléments constitutifs du travail du douanier Rousseau. Alors, le douanier Rousseau est un homme qui peint ce qu'il voit. Et suivant la légende, il ne peint qu'en un seul jet, c'est-à-dire qu'il ne revient pas sur son travail. Il travaille au fusain et ensuite il appose les couleurs. Oui, mais en réalité, on sait qu'il y a des repeints dans un certain nombre de tableaux et je vous en reparlerai. Ou des repentirs, excusez-moi. Remarquez ici la masse constitutive de l'eau. Vous voyez que ce n'est pas un grand fan du mélange de couleurs. En fait, il applique les couleurs les unes à côté des autres.
Et vous voyez ici une déformation de la perspective, en fait, du plan, ici, suivant une courbe que l'on va retrouver souvent. Vous remarquerez par ailleurs que les maisons sont comme une frise, hein, collée finalement à la verdure, qui n'a pas de profondeur elle-même, si ce n'est cette petite ouverture sur l'extérieur. Et enfin, l'étagement des plans, ce n'est pas ce qui caractérise l'œuvre du douanier Rousseau. Constatez aussi la présence de l'usine et enfin la présence de l'élément moderne avec cet aéroplane, puisque c'est un élément qui va véritablement revenir à plusieurs reprises dans son œuvre. C'est ce surgissement en vérité de la modernité. C'est un homme de son époque et il le montre. À travers aussi cette vue du pont de Sèvres et des collines de Clamart et de Bellevue, où vous le voyez là pour le coup, il y a encore plus cet effet d'absence d'échelonnement des plans. Il n'y a pas véritablement de profondeur. Et il y a ce côté effectivement un peu naïf de la représentation des différents bâtiments, du navire, des arbres, regardez ici. Mais il y a des éléments sur lesquels je veux insister. Il ne maîtrise pas bien la perspective, certes, mais il maîtrise une forme de perspective qui est une perspective que l'on pourrait considérer comme antérieure à la Renaissance, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va essayer de représenter les éléments un peu plus petits à mesure qu'on s'éloigne. Plutôt chez lui, c'est que dans la masse végétale ici, vous ne voyez pas le détail qu'il y a dans les deux masses végétales sur les côtés, on va dire au second plan ou au moyen plan de l'œuvre. Par ailleurs, il considère, lui, qu'il est un peintre tout à fait académique parce qu'il peint par aplat de couleurs. Mais ce qu'il ne maîtrise pas du tout, c'est les techniques de glacis qui permettent de rendre l'effet du volume. Ça, il ne le maîtrise pas. Et c'est comme s'il ne le voyait pas, en vérité. Mais je vais revenir là-dessus. Vous voyez toujours l'aéroplane, le ballon, et ici un espèce d'aérostat qu'il représente, hein, qui véritablement sont sa passion, puisque ça revient à plusieurs reprises. Enfin, un dernier paysage ici de nuit, où l'on retrouve la tour Eiffel, et où on va retrouver alors le petit pêcheur de nuit, bon, et puis vous voyez cette espèce de ligne courbe au milieu à peu près de la composition que l'on a déjà vu dans les pêcheurs à la ligne. Avec le paysage, on a véritablement un des éléments les plus importants puisque certains des critiques qui apprécient l'œuvre du douanier Rousseau expliquent immédiatement que c'est dans le paysage qu'il excelle. Alors, on y reviendra évidemment, mais j'attire votre attention. Regardez, je vais vous donner un tout petit peu en gros plan ici. Regardez bien la manière dont il représente toutes les feuilles. Il y a vraiment une obsession chez le douanier Rousseau de la représentation de tous les éléments. En fait, il y a presque dans sa manière de représenter les arbres quelque chose qui, moi, me fait penser à l'art égyptien, vous savez, où les arbres sont aplatis sur le sol et où on peut voir toutes les feuilles et tous les fruits pour comprendre de quelle essence il s'agit. Donc, il y a un petit peu de ça dans le travail du douanier Rousseau. Cependant, si on veut être un grand artiste, un artiste classique, il faut évidemment s'adonner au portrait. Et en voici ici une petite sélection. Alors, on retrouve un autoportrait de l'artiste ici à la lampe, qui est un pendant du portrait de Madame Rousseau, qui est sa seconde épouse, Joséphine. Alors ici, le visage de Joséphine est fait d'empattement, ce qui n'est pas très habituel chez lui. On pense qu'il l'a repris à plusieurs reprises, justement, parce qu'il l'a probablement peint au début de l'année 1903, sachant que Joséphine est morte le 14 mars 1903, donc elle devait être malade à ce moment-là. Ce double portrait montre des styles différents et le portrait ou l'autoportrait d'Henri Rousseau est vraiment fait d'aplats très large et d'une pâte assez lisse, alors que celui de Joséphine est beaucoup plus pâteux. Hein. Il y a vraiment, ici, ça se voit même sans gros plan, on voit qu'il y a des empâtements ici au niveau du visage parce qu'il reprend, il reprend, il reprend. Ce double portrait est très important parce que il a appartenu à Picasso et que ces deux œuvres sont dans la collection Picasso.
Avant d'entrer dans les collections de Picasso, ce double portrait appartenait à Delaunay. Et Delaunay, Robert Delaunay, estimait que Henri Rousseau était l'un des pères de la modernité en peinture. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération, hein, parce qu'il y a vraiment une admiration pour le douanier Rousseau de la part d'un certain nombre d'artistes avant-garde de la période. Je vous précise que ces 2 œuvres sont donc toujours au musée Picasso à Paris et que Picasso avait le portrait d'Henri Rousseau dans sa chambre à Valoris. Donc c'est vraiment une œuvre importante et une marque d'estime de Picasso envers le douanier Rousseau. D'ailleurs, ils s'étaient rencontrés. Et on a une très jolie petite lettre, vous savez, ce sont ces petites notes qu'on s'envoyait quasiment quotidiennement, du douanier Rousseau à Picasso lui disant « Pablo, toi et moi sommes les 2 plus grands artistes vivants, toi dans le style égyptien, moi dans le style moderne. » Voilà. Moi j'adore ça parce que Rousseau n'a jamais eu le moindre doute quant à la qualité de son travail, alors même qu'il était décrié de manière terrible pour l'ensemble de son œuvre. Je vous en parle immédiatement, avec ici un portrait de femme que l'on assimile à un portrait d'une jeune femme polonaise qui était la dame de ses pensées, comme on dit joliment à l'époque, Jadwiga, on pense qu'il s'agit d'elle. Et on sait que dans ce portrait, le douanier Rousseau a apporté un grand souci du détail, puisqu'il cherche véritablement à représenter le visage de sa douce le plus précisément possible, avec plus de détails et plus de précision que d'ordinaire. Par ailleurs, regardez ici, toutes les essences de fleurs, tous les types de fleurs qu'il représente font sens, il y a un grand sens du symbolisme chez le douanier Rousseau. Et ce qui est un peu étonnant, c'est cette branche ici qui est à l'envers, dont on ne connaît pas exactement la signification. Je vais juste vous demander de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît. Ici, simplement, on pense que la branche à l'envers remplace en quelque sorte le guéridon habituel dans ce genre de composition. Est-ce que c'est une branche d'olivier? Est-ce que ça signifie quelque chose avec la paix? On n'en sait rien. On ne peut pas entrer plus avant dans le détail. Ce tableau, en revanche, est important parce que le propriétaire l'a revendu très vite. Et on sait qu'en 1908, Picasso l'a acheté pour 5 francs au marché de Saint-Ouen. Et que c'est à ce moment-là qu'il a rencontré le douanier Rousseau, puisqu'il a mis en scène, plutôt il a mis sur pied un dîner chez lui, mémorable, auquel Delaunay n'avait pas participé, mais où Apollinaire, Laurencin, Udeux, Max Jacob, enfin tout le monde était au bateau la voir. Et simplement pour l'anecdote, on buvait, on chantait, etc. Et au bout de 2 heures, on s'est rendu compte que la livraison du repas n'avait pas été faite. On pense qu'en fait, Picasso n'avait pas suffisamment d'argent pour inviter tout le monde à manger, donc il les a abreuvés pour que tout le monde oublie qu'il fallait manger aussi. Certains ont pensé que c'était une blague. À mon sens, le fait que Picasso ait conservé le portrait de Rousseau dans sa chambre jusqu'à sa mort montre qu'il ne se moquait pas du travail de Rousseau et qu'il devait y trouver une forme de vérité. N'oubliez pas que la scène dont je viens de vous parler se passe en 1908 et qu'à ce moment-là, Picasso est en train de travailler sur les Demoiselles d'Avignon. Donc il y a quand même là des liens qui sont importants. Dans le type du portrait, voilà l'un des enfants de Rousseau qui ne constitue pas l'essentiel de ses portraits. Mais alors celui-ci, c'est le plus impressionnant. Donc vous voyez qu'il s'intitule « Pour fêter bébé ». Les commanditaires, probablement les parents du bébé en question, ont payé cette toile 300 francs, ce qui n'est pas négligeable, et ont fini par s'en débarrasser en l'échangeant contre des frais auprès de leur blanchisseur. Quoi qu'il en soit, regardez bien comment Rousseau traite l'enfant. Alors, il y a toujours ce visage un petit peu effrayant parce que peint de face. Mais regardez, il est blanc alors que sa poupée démesurée est colorée. Vous voyez ici que le bouquet de fleurs a des couleurs qui répondent aux couleurs du pantin. Et vous remarquerez que l'enfant est assez étonnant parce que ses pieds sont comme plantés dans le sol. Ses jambes, excusez-moi, sont tellement massives qu'elles ressemblent un peu à un tronc d'arbre et les cheveux autour de lui ont été vus par certains comme les ramures, en fait les feuilles de l'arbre.
Donc il est lui-même comme un arbre, véritablement. Il y a une très grande fixité, et alors les yeux des enfants du douanier Rousseau sont un peu effrayants. Pour le coup, lorsque je présentais cette exposition, quelqu'un m'a fait remarquer, l'exposition au musée d'Orsay, pardon, il y a quelques temps, que le visage du pantin ressemblait un peu à celui du douanier Rousseau. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais voilà pour ces enfants au regard fixe. Et enfin, dans la catégorie portrait, on entre dans une catégorie portrait de groupe, avec ici la muse inspirant le poète. Il ne s'agit pas de n'importe qui, ni pour l'un ni pour l'autre, puisque l'homme que vous voyez ici, c'est Guillaume Apollinaire, qui est l'un des amis du douanier Rousseau. Et vous voyez ici sa muse, Marie Laurencin. Vous remarquerez que Marie est en position de supériorité face à Guillaume Apollinaire, puisqu'elle a la main levée, et donc ainsi elle occupe plus d'espace, et plastiquement on la voit plus que le poète lui-même. Apollinaire a rendu compte des sessions de pause. Il disait que en fait c'était interminable, et que Rousseau prenait une règle et mesurait exactement la distance entre les yeux, la longueur du nez, etc. Et ensuite, il le reportait strictement, sans donner ses effets. Vous voyez, il n'y a pas d'effet de modulation, en fait. Le visage, c'est comme s'il était plat, il n'existe pas. Il n'a pas de 3 dimensions. Vous remarquerez qu'autour du visage de Marie Laurencin se trouve une couronne qui est un peu bizarrement placée, puisqu'on dirait vraiment qu'elle est juste autour du visage. Ce sont des pensées. Pas non plus trop ce que ça veut dire, mais enfin, pourquoi pas. Vous vous doutez que Marie Laurencin a très peu goûté le tableau. Il en existe 2 versions. Et lorsqu'elle s'est plainte auprès du douanier Rousseau, Rousseau lui aurait répondu que Apollinaire étant un grand poète, il lui fallait une grosse muse. Voilà. C'est ainsi que Marie Laurencin ne se ressemble absolument pas dans ce tableau. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ont toujours les mêmes types de visages, les personnages du douanier Rousseau. Ce que l'on retrouve sur un portrait collectif de commande, alors ici c'est un peu atténué, ils n'ont pas tous le même visage, mais on retrouve des caractéristiques communes. On ne sait pas de qui il s'agit, mais on sait que ce sont bien des portraits individualisés, puisqu'on reconnaît des visages. Simplement, qui sont les commanditaires? On n'en a aucune idée. Vous remarquerez le soin très important apporté à la reconnaissance de chacune des essences d'arbres à l'arrière, ces essences n'étant pas toujours de véritables essences d'arbres, il peut en inventer. Il y a toujours une frontière un peu brouillée entre la réalité et l'imaginaire chez lui. Par ailleurs, le chien au premier plan fait comme un repoussoir. Vous le regardez et ensuite vous passez à l'arrière. C'est comme s'il me donnait un coup d'accélérateur. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de repentir. Vous savez, où on dit qu'en fait, il peignait tout d'un coup. En réalité, ce n'est pas le cas, puisqu'on voit extrêmement bien que ici, vous voyez l'ombre dans l'herbe. Ce n'est pas du tout une ombre, en fait, c'est la jupe de la grand-mère qui était la robe de la grand-mère qui était plus longue. Et il a repeint tout simplement dessus. Par ailleurs, il y a des effets de perspective qui sont vraiment problématiques. Regardez le voile qui est placé comme ça sur la grand-mère. On peut croire que c'est une erreur. En réalité, non, parce que de la même manière, il y a des repentirs, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a repris le voile de la mariée pour que véritablement il y ait cet effet-là. Donc il y a un aspect extrêmement naïf, mais en vérité, le travail du douanier Rousseau est extrêmement construit. Et on va le trouver avec ses œuvres allégoriques, parce que nécessairement, si vous voulez être un grand peintre académique français, il faut faire des œuvres allégoriques. En voici une qui s'intitule « Les représentants des puissances étrangères venant saluer la République en signe de paix ». Rousseau est un républicain convaincu. Et donc, il répond à un certain nombre de commandes officielles. Évidemment, il est débouté en règle générale, car son art ne correspond pas à ce qu'on attend d'une œuvre officielle. Et donc, il prend sur lui de réaliser ceci en réaction, en fait, à des événements historiques, avec notamment des conférences sur la paix qui se tiennent dans ces années-là. À l'époque, le président français, c'est celui-ci, c'est Fallières. Et vous voyez que la République française, avec son bonnet phrygien, couronne de laurier l'Assemblée ici. Or, ce qui est intéressant, c'est que
on a une congrégation de républicains, français ou autres, qui sont associés à des gens qui ne sont pas leurs alliés et qui sont en fait des souverains. Regardez, puisque vous avez ici Guillaume, Guillaume II, il est là. Et vous avez l'empereur autrichien, donc François-Joseph, etc., etc. Vous remarquerez qu'il continue d'utiliser l'idée que la taille du personnage représenté montre son importance. Donc la République est au-dessus de tous. Et ensuite, vous avez les souverains et les présidents qui sont plus grands que les autres, qui sont en fait des représentants de pays alliés de la France, ou non alliés d'ailleurs de la France. Sur les bornes qui sont au premier plan, on va trouver paix, travail, liberté et fraternité, les valeurs qu'il met en avant dans son œuvre. Enfin, à l'arrière-plan à droite, vous voyez une statue qui représente Étienne Dolet, qui a été monté peu de temps auparavant sur la place Maubert, là où il a été brûlé. C'était un protestant brûlé au XVIe siècle. Et vous voyez tout autour une petite frise ribambelle, une ronde d'enfants, dont certains portent des nattes comme ceci. Et ici, c'est une enfant noire. En fait, ce sont des Anamites et des Africains. Et donc, il met en avant la mission civilisatrice de la République française. Je vous le disais, il est un homme de son époque qui valorise, qui met en avant en fait les valeurs de la France. Alors, on a beaucoup ri en voyant ce tableau. Il y a un homme qui s'appelait Émile Hude, qui est un marchand d'art allemand installé en France, qui aimait beaucoup l'œuvre du douanier Rousseau, écrit ceci à propos de cette œuvre présentée évidemment en différents salons. Dans aucune comédie, dans aucun cirque, je n'ai entendu les gens rire comme devant le tableau de Rousseau, Les Souverains. Pas bon signe, évidemment. Mais il ne laisse pas indifférent. Et quand vous demandez à Rousseau si ce tableau a été bien reçu, lui, il dit oui, ça a été un très grand succès. Vous voyez, c'est comme s'il avait une capacité à ne pas entendre ce qui ne va pas, en fait, ce qui n'est pas dans son mode de pensée. Au Salon des Indépendants de 1894, il présente cette œuvre, qui est une œuvre allégorique extrêmement puissante, là pour le coup, pas très grande en format, mais enfin quand même assez imposante, sur laquelle vous voyez un espèce de cheval fourmilier, chevauché par une femme totalement hirsute qui représente la discorde. Et vous voyez qu'il reprend un élément que l'on retrouve chez Delacroix, qui est ce derby des psaumes, où les chevaux ont les quatre fers en l'air, qui sont figés comme simplement arrêtés en l'air. Et vous voyez qu'elle piétine des corps, des cadavres, qui sont grignotés, en fait, picorés par des corbeaux. Donc, les couleurs qu'il choisit sont extrêmement dissonantes, elles sont extrêmement violentes, mais il montre ce qu'apporte la guerre. Et voilà comment lui a écrit la légende du salon, dans le livret du Salon des Indépendants en 1894. La guerre, elle passe effrayante, laissant partout le désespoir, les pleurs et la ruine. C'est pour lui une manière de représenter la guerre de 1870 à laquelle il n'a quasiment pas pris part. Ça ne l'empêche d'être vraisemblablement pacifiste, puisqu'il montre en quelque sorte les dégâts causés par la guerre. Je vous précise par ailleurs que voici ce que le Mercure de France écrit à propos de cette œuvre. La guerre de M. Rousseau a été certainement la toile la plus remarquable. Ni résultat complet, ni œuvre parfaite, ce tableau pourtant, n'en déplaise à certains, affirme une courageuse tentative dans le sens du symbole. L'artiste, qui a voulu peindre ainsi, dit une fois de plus sa personnalité. Cette manifestation a pu paraître étrange parce qu'elle n'évoquait aucune idée de choses déjà vues. N'est-ce point là une qualité maîtresse ? Henri Rousseau a le mérite, rare aujourd'hui, d'être absolument personnel. Il tend vers un art nouveau. Il faudrait être de mauvaise foi pour oser prétendre que l'homme capable de nous suggérer de telles idées n'est pas un artiste. C'est un auteur qui s'appelait Louis Roy qui a rédigé ce texte. Et je dois dire, c'était un peintre, je dois dire que c'est assez représentatif de ce qu'on pourrait considérer. Rousseau, il est en dehors des codes.
Il est ensuite, a posteriori, devenu un peintre naïf, mais vous l'avez vu, lui, il ne se considérait pas comme naïf. Il a été valorisé par la suite, alors que de son vivant, il a effectivement ouvert une voie sans le savoir, probablement, et en n'étant pas tout à fait conscient de le faire, puisque je vous rappelle que lui-même disait qu'il était un peintre académique. Vous voyez, donc il y a cette forme-là qui est intéressante. À côté de cette allégorie de la guerre, eh bien, une des œuvres allégoriques les plus célèbres, c'est le Rêve, qui date de la dernière année de sa vie. C'est le plus grand tableau en format du douanier Rousseau. Et vous voyez une jungle, une forêt, type jungle, avec un charmeur de serpents qui a l'air de faire fuir en fait plus le serpent que le charme, qui a l'air d'hypnotiser un lion et une lionne, qui intéresse un éléphant, un singe, des oiseaux. Mais surtout, ce qui est incongru, c'est cette femme sur son divan. Bon, mais ça lui a été reproché. Remarquez, avant de parler du détail, la qualité du rendu des vers et le grand travail de mise en scène des fleurs, des végétaux, des fruits, est vraiment un très grand souci. Je me permets de vous préciser une chose parce que c'est quand même assez étonnant. Donc Rousseau dessine d'abord au fusain et ensuite il va peindre. Mais il ne procède pas comme d'ordinaire un peintre, par zone. Non, il remplit d'abord tous les verts, puis tous les bleus, puis tous les oranges, etc. C'est un peu comme si c'était de la peinture au numéro, vous savez, où vous devez peindre tous les numéros 1 en telle couleur, etc. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la qualité des tons de vert. Il n'y a personne qui peint autant de vert que lui et autant de différentes nuances de vert. Alors voici ce que Rousseau explique concernant ce tableau. Je réponds de suite à votre aimable lettre afin de vous expliquer le motif pour lequel se trouve le dit canapé en question. Cette femme endormie sur ce canapé rêve qu'elle est transportée dans cette forêt, entendant les sons de l'instrument charmeur. Donc vous voyez, ce n'est pas étonnant en vérité, c'est dans le sens qui lui convient. C'est véritablement comme ça qu'il faut le comprendre. Vollard, le grand marchand d'art, qui était surpris du rêve et qui en a été le premier propriétaire, a été étonné d'une chose, c'est qu'il y ait eu de l'air en fait entre les. D'ordinaire, vous avez comme une masse verte, et là vous voyez qu'il y a une profondeur dans les niveaux des arbres. Et donc Vollard lui dit, voyons monsieur Rousseau, comment avez-vous pu faire circuler tant d'air parmi ces arbres? À quoi Rousseau répond, c'est par l'observation de la nature. Voilà. Il y a cette forme-là qui est très importante dans le travail de Rousseau. Enfin, cette œuvre qui est présentée la dernière année de sa vie, puisqu'il est mort en septembre 1910, est commentée par Apollinaire qui en dit « De ce tableau se dégage la beauté, c'est incontestable. Je crois que cette année, personne n'osera rire. Demandez aux peintres. Tous sont unanimes, ils admirent. » Donc pour une fois, avec le rêve, c'est fini. On ne se moque plus de Rousseau. Les artistes considèrent qu'ils ont face à eux une œuvre majeure. Et en tout cas, quelque chose d'étonnant, de nouveau dans cette manière de peinture allégorique. Enfin, les jungles, avec ici le cheval attaqué par un jaguar, qui date aussi de 1910, où vous le voyez, toute la végétation semble agitée par la scène brutale que vous voyez ici, de ce jaguar qui prend le cheval par le cou, qui est enfin tout simplement en train de l'attaquer. Et vous voyez que la quiétude de cette jungle dans laquelle on retrouve ces effets de profondeur, effectivement, est perturbée, puisque regardez, au premier plan, puisque là il y a des plans, on a l'impression que les feuilles sont elles-mêmes pointées vers la scène brutale. Remarquez que le cheval est assez étrange. On pense qu'il s'agit en fait sans doute d'une transposition en peinture d'un cheval héraldique. Vous savez, comment dire,
je cherche le mot, excusez-moi, d'une armoirie médiévale, c'est possible. Je vous précise, en vous présentant les joyeux farceurs ici, que Rousseau n'a jamais quitté Paris, hein, il n'a jamais quitté la France, et que donc ces idées de jungle, c'est son univers, c'est son imaginaire, mais que cela vient aussi de différentes visites aux jardins zoologiques, au jardin des plantes, mais aussi au jardin d'acclimatation. Et enfin, ça vient de vignettes. En fait, ce sont des images qu'il voit ailleurs et qu'il va recomposer lui-même. D'ailleurs, regardez ici, c'est incompréhensible. Vous avez un groupe de singes ici qui jouent avec un pinceau et qui font tomber une bouteille de lait qui se renverse. On ne comprend rien à ceci, mais ça dénote que chez Rousseau, tout n'est pas aussi littéral qu'on pourrait le croire. Il y a sans doute des sens cachés, mais alors il ne les a pas toujours livrés, hein, évidemment. Remarquez qu'il est fier de ce tableau-là, regardez. Henri-Julien Rousseau. Quand il est très fier d'un tableau, il va signer de ses 2 prénoms. Voilà. Donc c'est le cas pour les joyeuses farceurs. Et enfin, je vous en montre un dernier. Le lion ayant faim se jette sur l'antilope, qui a été présenté au Salon des Indépendants en 1905. Alors, je vous lis encore une fois la notice qu'il a donnée dans le livret du Salon, pas Salon des Indépendants cette fois, mais Salon d'automne. Le lion ayant faim se jette sur l'antilope, la dévore. La panthère attend avec anxiété le moment où elle pourra aussi avoir sa part. Des oiseaux carnivores ont déchiqueté un morceau de chair de dessus le pauvre animal versant un pleur. C'est-à-dire que là, il va tout simplement excuser le lion, parce que chez Rousseau, le lion n'est jamais un animal brutal. Là, c'est parce qu'il avait faim qu'il s'est attaqué à l'antilope. Et puis d'ailleurs, c'est pas si grave que ça, parce que vous le voyez, il y a des morceaux qui ont déjà été déchiquetés de cette pauvre antilope par les oiseaux carnivores. Enfin, constatez quand même la forme du museau de l'antilope. Il faut un peu d'imagination pour constater que c'en est une. Si vous n'avez pas vu le jaguar, il est là. Et les oiseaux carnivores sont là-haut et ils ont chacun dans le bec, regardez, hop, un petit bout de chair. Oui, puisque c'est eux qui ont commencé. Constatez par ailleurs que le jaguar et le lion coexistent. Très bien, pourquoi pas. Vous remarquerez aussi que pour la première fois, il y a de l'herbe au premier plan. Et vous voyez toujours cet effet de profondeur. C'est dans les jungles vraiment qu'il arrive à s'approprier un effet de, non pas de perspective, hein, vraiment, mais de profondeur. Ce tableau est extrêmement important. C'est le plus grand de tous les tableaux de Rousseau en dimension. Et c'est un tableau qui avait été présenté, comme je viens de vous le dire, au Salon d'automne de 1905. Or, dans cette salle, dans la salle où se trouvait ce tableau, étaient aussi exposées des œuvres de Derain, de Rouault et de Matisse, qui présentaient des couleurs extrêmement violentes, très criardes. Et c'est précisément parce qu'on voit ces fauves ou ce fauve manger l'antilope ou attaquer l'antilope que des critiques ont parlé dans cette salle 8 du Salon d'automne de 1905 de cage aux fauves. Et c'est ainsi que le mouvement créé par ces artistes qui utilisaient des couleurs discordantes ou violentes a été nommé fauvisme. Donc en fait, c'est à partir de ce tableau-là que le terme fauvisme a été créé, alors qu'on est pourtant très très loin du fauvisme avec le douanier Rousseau. Donc voilà pour les présentations des caractéristiques principales de l'œuvre du douanier Rousseau. Et je finis en vous présentant ces programmes à venir, excusez-moi, avec vendredi matin un nouveau Soliflare à 11 h. Moi, je sais de quoi je vous parlerai déjà, mais vous ne saurez au moment de la visite. Ce dimanche, je vous propose de revenir dans les métamorphoses. C'est aussi un lien avec les dieux de l'Olympe que vous présentait Corinne il y a quelques semaines. Donc, c'est quelques-unes des métamorphoses et comment les artistes les ont représentées. Et puis, mardi prochain, pour la visite en ligne, eh bien, je vous emmènerai découvrir quelques-uns des chefs-d'œuvre des musées de Berlin. Voilà, je vous remercie de votre attention.